Aujourd'hui, on va parler d'un truc complètement dingue qui s'est passé dans le monde de la DeFi, sur la plateforme décentralisée Hyperliquid. Accroche-toi bien parce que c'est du lourd. Un trader a littéralement mis le feu à toute la cryptosphère avec un coup de génie qui a failli faire perdre 12 millions de dollars à Hyperliquid, tout en exposant leurs failles. Je vais t'expliquer ça et tu vas voir, c'est un vrai film. Salut, moi c'est Jay, nous sommes le jeudi 27 mars 2025 et aujourd'hui on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et décoder ensemble les actualités crypto. Alors est-ce que t'es prêt? On va commencer. J'en profite pour te rappeler que si mes vidéos te sont utiles, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Et on commence par la vue d'ensemble du marché, donc aujourd'hui c'est plutôt encore mitigé. On a les gros majors tels qu'Ethereum qui ont perdu 1,5-2% en ce qui concerne le Bitcoin. On a les gros majors comme Bitcoin, Ethereum, Solana, Avalanche, etc. qui ont perdu quelques pourcents. En revanche, on voit quand même qu'il y a certains altcoins qui ont repris des couleurs. Mais celui qui nous intéresse le plus pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est le token Hype de la plateforme Hyperliquid qui a perdu 8% et qui revient de loin, je vous le dis. Mais je vous explique ça dans la suite de la vidéo. Et alors, concernant l'indice de la peur et de la cupidité, nous sommes aujourd'hui à 33, hier nous étions à 34, toujours dans la peur, mais aux portes de la neutralité, puisqu'effectivement le Bitcoin est en train de remonter tout doucement. Pour encore combien de temps, je ne sais pas. Enfin, j'ai ma petite idée sur la question. Mais en tout cas, pour l'instant, les marchés se rassurent tout doucement. Et alors, on commence tout de suite avec la news qui a fait trembler la cryptosphère hier. Donc, imagine, on est le 26 mars 2025 et un trader très malin décide de s'attaquer à Hyperliquid, une plateforme DeFi qui se présente comme décentralisée. Il choisit un petit token, le Jelly, qui a une capitalisation de seulement 20 millions de dollars. Donc c'est un actif qui est facile à manipuler. Son plan est simple mais brillant. Il prend une position longue, parie à la hausse sur le marché spot, donc il achète du Jelly et en parallèle, il ouvre une position short de 6 millions de dollars sur les contrats à terme via Hyperliquid, les contrats dérivés. Et une position short, je le rappelle, c'est parier à la baisse. D'un côté, il achète du spot, de l'autre côté, il short le marché. En gros, il parie que le prix va baisser, mais il va tout faire pour le faire monter. Et là, il passe à l'action. Il fait grimper le prix du Jelly de manière impressionnante sur le marché spot. En une heure, le token explose de 429%, passant de 20 millions à plus de 50 millions de capitalisation, donc x 2,5. Résultat, sa position short sur Hyperliquid se fait liquider, mais c'était voulu. Se faisant liquider, il force Hyperliquid à reprendre cette position short, qui devient un vrai problème pour eux. À ce moment-là, Hyperliquid se retrouve avec 12 millions de dollars de pertes latentes, et si Jelly continue de grimper jusqu'à 0,15 $, leur coffre-fort, leur vault, de 236 millions pourrait être complètement vidé. C'est un scénario catastrophe pour eux. Mais Hyperliquid, qui il y a 2 semaines justement avait subi une attaque du même genre, je vous en avais parlé en vidéo, je vous mettrai un petit lien juste au-dessus pour que vous puissiez aller la voir. Et donc du coup, Hyperliquid réagit de manière radicale, il décide de liquider les 392 millions de Jelly à un prix très bas, soit 0,0095, alors que le marché était à 0,5 $. Avec cette opération, ils empochent 703 000 $ de profit et ils retirent carrément le token Jelly de leur plateforme. En gros, ils ont dit, on ferme tout, on prend l'argent et on arrête là. Sauf que cette décision a fait débat parce que pour une plateforme qui se dit décentralisée, ça montre un côté très centralisé et ça ne passe pas inaperçu. Ce qui est impressionnant dans cette histoire, c'est que le trader a su exploiter toutes les failles d'Hyperliquid, à savoir pas de limite sur les petits tokens, des oracles, donc des outils qui donnent les prix pas assez sécurisés, et pas de mécanisme pour stopper les mouvements anormaux. Et donc un système qui oblige Hyperliquid à reprendre les positions problématiques. Il a vraiment transformé les règles du jeu en une arme contre eux. Cette affaire a fait beaucoup de bruit dans la communauté crypto. Gracie Chen, le PDG de BitGet, a même critiqué Hyperliquid en disant que leur gestion de la situation était immature et peu professionnelle, et qu'ils risquent de suivre le même chemin que FTX s'ils ne changent pas leur approche. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'Hyperliquid a des soucis. Ils avaient déjà perdu 4 millions sur des contrats Ether à cause d'une manipulation similaire. Encore une fois, j'en ai parlé dans une vidéo très récemment. Alors du coup, ça commence à faire beaucoup. Et pire que ça, pendant que Hyperliquid était dans la tourmente, hier, on a CZ, le CEO de Binance, qui dit et qui propose de lister le token Jelly. Et il sait très bien que, effectivement, quand il parle de lister un token sur la plateforme Binance, son cours explose. Donc en fait, c'est presque comme s'il avait voulu, lui également, couler Hyperliquid. Parce que Hyperliquid, c'est la plateforme qui a la hype, porte bien leur nom. Depuis qu'ils ont sorti leur token au mois de décembre, la plateforme explose tous les scores. Tout le monde a le sentiment de trader de manière décentralisée, sans que les fonds soient déposés sur un exchange, puisqu'en fait, on peut trader directement avec les fonds de son wallet. Et donc, dans l'esprit, on est bien décentralisé. Et avec cette méthode, le hacker, peut-être effectivement aidé un petit peu par les autres exchanges derrière, les exchanges centralisés, a pu exposer les failles du système et donc les limites de la décentralisation. Hyperliquid a été obligé de protéger
son coffre-fort, son vault. Pour rappel, son vault détient des fonds avec lesquels les traders peuvent trader avec du levier. Si ce coffre-fort se fait liquider, se fait vider, la plateforme n'existe plus. D'où l'alerte du PDG du Bitgate sur le fait de reproduire un FTX ou pas. En résumé, cette histoire montre à quel point la DeFi peut être un espace fascinant, mais aussi très risqué. D'un côté, on a des traders brillants qui exploitent les failles, et de l'autre, des plateformes qui se disent décentralisées, mais qui finissent par agir de manière centralisée quand ça tourne mal. Au final, est-ce qu'on va vraiment atteindre un jour cette décentralisation totale? Pour l'instant, preuve en est que non. Alors c'est bien dans l'esprit, effectivement, c'est bien, mais dans l'application, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Surtout quand il y a des petits malins comme ça qui viennent court-circuiter le système. Alors la news suivante, c'est une petite analyse qui montre que la hausse du Bitcoin, qui a atteint un sommet sur 2 semaines à près de 88 000 $, pourrait être un piège haussier classique, car le faible volume d'échanges, les taux de financement négatifs, les fundings, et l'incertitude macroéconomique indiquent une conviction haussière fragile. Les analystes avertissent que le marché reste vulnérable, avec peu de véritable élan de la part des investisseurs particuliers ou institutionnels. Ou en gros, le Bitcoin a grimpé jusqu'à 88 000 $, ce qui peut donner l'impression qu'il repart à la hausse. Mais attention, les experts disent que ça pourrait être un faux signal, un bull trap, qui piège ceux qui achètent en pensant que ça va continuer à monter. Alors pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de volume sur les échanges. Les traders sur les contrats dérivés sont plutôt pessimistes. Il y a un funding négatif, c'est-à-dire qu'il y a plus de short que de long. Et avec les incertitudes économiques globales, il manque de vrai soutien, que ce soit de la part des petits investisseurs ou des gros joueurs institutionnels, il n'y a pas de réel élan. Donc prudence, le marché est encore fragile. Et ça rejoint tout à fait mon analyse d'hier, puisque là on parle un petit peu de fondamental, de macroéconomie, etc. Mais moi, je vous ai montré qu'en analyse technique, effectivement, il y avait de fortes probabilités qu'on aille revisiter des plus bas. Bon alors, news suivante, on a Trump qui cette fois-ci nous dit qu'il va appliquer des taxes douanières de 25% sur toutes les voitures qui ne sont pas américaines. Bon, ce qui est bien avec toute cette histoire de guerre des tarifs, là, des taxes douanières, c'est qu'au final, il en dit tellement qu'on finit par ne plus le croire et ne plus l'écouter. Donc il a annoncé ça hier et ça n'a eu absolument aucun impact sur les marchés. Et c'est tant mieux. Alors la news suivante, on a les développeurs d'Ethereum qui préparent le test final de Pectra, donc la dernière mise à jour d'Ethereum, sur le nouveau testnet Hoodie, après qu'il y ait eu des problèmes inattendus sur Allsky et Sepolia, et donc les deux précédents testnets. Et si ces tests sont fructueux, le lancement sur le mainnet, c'est-à-dire sur la blockchain actuelle d'Ethereum, pourrait avoir lieu dès le mois d'avril, donc le mois prochain. Et donc je le rappelle, cette mise à jour Pectra, une mise à jour qui est très attendue puisqu'elle va effectivement largement améliorer la blockchain actuelle, diminuer les coûts, augmenter le nombre de transactions possibles simultanées, et donc potentiellement redonner un élan d'utilisation, mais également de prix sur le token Ethereum. C'est une mise à jour qu'on attend tous, tous les holders d'Ethereum attendent ça impatiemment, puisqu'effectivement, depuis le mois de décembre, Ethereum ne fait que chuter. On est passé de 4 000 $ à mi-décembre à même pas 2 000 $ aujourd'hui. Personnellement, je suis vraiment impatient qu'elle puisse enfin sortir. Si ça peut effectivement relancer un engouement pour le token Ethereum, ça serait vraiment super. On voit un peu des inflows sur les ETF là. Tiens d'ailleurs on attend cette news là, donc la mise à jour Pectra, mais également la validation du staking sur les ETF. Ça c'est encore en cours et effectivement ce sont deux sujets qu'on attend impatiemment. Ça pourrait complètement changer la donne pour Ethereum. Alors la news suivante, en clair, on a deux gros noms du Congrès américain, Brian Steele et French Hill, qui viennent de lancer une loi appelée le Stable Act. Cette loi met en place des règles claires pour les stablecoins. Tu sais, ces cryptos qui sont censées être stables parce qu'elles sont liées au dollar, comme l'USDT ou les SDC. L'idée, c'est de mieux encadrer leur création et leur utilisation aux États-Unis pour éviter les abus et protéger les utilisateurs tout en encourageant l'innovation. Ça montre que les États-Unis veulent vraiment prendre les devants sur la régulation des cryptos et ça pourrait avoir un gros impact sur le marché des stablecoins. Et encore une fois, les États-Unis nous montrent la voie. Eux, ils sont en train d'effectivement d'intégrer les stablecoins dans l'environnement actuel pour qu'on puisse effectivement les utiliser de manière sûre. En France, on les a carrément interdites. C'est nul, 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 nul. Nous sommes en train de prendre des années de retard sur le reste du monde. Enfin, que voulez-vous, c'est comme ça. J'espère quand même qu'un jour on se réveillera. Mais pour ça, il faudrait déjà qu'on ait plus Christine Lagarde à la BCE. Et alors, news suivante, on a Interactive Broker, qui est un très très gros broker sur les actions et le Forex, mais qui également, depuis 2021, propose du Bitcoin, de l'Ethereum, du Litecoin et du Bitcoin Cash. Et ben, ils étendent leurs offres crypto en rajoutant du Solana, du Cardano, du Ripple et du Doge. Vous pourrez donc maintenant trader tous ces actifs directement sur la plateforme d'Interactive Broker. Et alors, la dernière news, on a 2,4 milliards d'outflow des exchanges sur le Bitcoin depuis juillet 2024. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Bitcoins sortent des exchanges. Donc, ils ne restent plus sur des hot wallets. Les investisseurs les rapatrient sur des cold wallets ou sur des wallets leur appartenant. Ça veut dire qu'en réalité, ce sont des Bitcoins qui sont destinés à être conservés. Puisque si on a envie de les vendre, justement, on va les mettre sur des exchanges pour pouvoir effectivement les trader, les vendre. Si au contraire, on les sort des exchanges, c'est qu'on veut les conserver. Et donc là, depuis juillet 2024, on a 2,4 milliards de dollars en Bitcoin qui ont été sortis des exchanges. Ce qui montre une réelle stratégie long terme des personnes qui effectivement ont acheté. Et là, l'article dit même que du coup, ce sont des baleines qui accumulent. C'est un signe plutôt bullish pour la suite. Quand je dis suite,
c'est les 5, 10, 15, 20 prochaines années sur le Bitcoin. Et c'était tout pour les news, on passe tout de suite au calendrier économique. Aujourd'hui à 13h30, on a le PIB et les inscriptions hebdomadaires au chômage. Alors ce sont des chiffres qui font un petit peu bouger le marché. Effectivement, c'est vrai, puisque les inscriptions hebdomadaires au chômage sont un réel indicateur de bonne santé de l'économie. Plus il y a du chômage, moins l'économie va bien et donc plus la Fed serait susceptible de baisser les taux. En revanche, moins il y a d'inscriptions au chômage, plus l'économie va bien, donc moins la Fed aurait la pression pour baisser les taux. C'est pas bien, mais nous, en tant qu'investisseurs crypto, on souhaite qu'il y ait plus de chômage aux États-Unis de manière à ce que la Fed baisse les taux. Mais bon, c'est pas bien, effectivement, c'est pas bien pour les pauvres chômeurs. Donc dans tous les cas, si vous tradez aujourd'hui, faites attention à l'heure, à 13h30, il y aura effectivement des annonces qui peuvent faire un petit peu bouger le marché, il y aura un peu plus de volatilité que d'habitude. Et je le rappelle, encore une fois, et je le dirai dans la vidéo de demain, c'est demain que ça va réellement swinger. Demain, nous avons, je vous le rappelle, le PCE Core. Et le PCE Core avec le PCI, ce sont les deux indicateurs principaux que regarde la Fed pour arbitrer sur la hausse, la baisse ou le maintien des taux directeurs. Ça tombe une fois par mois et clairement, au moment de leur annonce, c'est de la haute voltige. Alors accrochez vos ceintures si vous tradez demain. D'autant plus que demain, nous sommes donc vendredi, dernier jour de la semaine, mais également dernier jour du mois de mars. Clairement demain, on aura un beau mouvement du marché. Surtout que depuis quelques jours, le prix du Bitcoin est clairement en train de se compresser. Qui dit compression dit explosion à la fin. Explosion à la hausse, explosion à la baisse, j'ai ma petite idée, je vous en parle dans la suite de la vidéo en analyse technique. Alors en ce qui concerne les inflows et outflows sur les ETF, on a donc 89,6 millions de dollars qui sont rentrés sur les ETF Bitcoin et on a 5,9 millions de dollars qui sont sortis des ETF Ethereum. Depuis le début de la semaine, ça fait donc 201 millions de dollars qui sont rentrés sur les ETF Bitcoin et 9,2 millions de dollars qui sont sortis des ETF Ethereum. Vous voyez, ça sort sur Ethereum, mais c'est pas non plus catastrophique. Et alors, on passe à l'analyse technique et on arrive sur le Bitcoin en daily. En daily, ça veut dire que chaque bougie représente une journée. Et je vous ai laissé les deux scénarios que j'avais imaginés hier. Alors, pour l'instant, on est toujours en train de compresser dans cette petite zone-là, aux alentours des 87 000 $. Mais je vous rappelle que juste en dessous, nous avons le gap CME aux alentours des 85 000 $ et que je penserai sincèrement qu'on va aller le combler. Alors, deux scénarios. Soit effectivement, on va le combler, ensuite, on repart directement à la hausse. On reprend un petit pullback sur la ligne de tendance pour exploser à la hausse. Ça, c'est pas du tout le scénario que je privilégie. Moi, je penserais sincèrement que nous sommes dans un bull trap, que là, nous arrivons en haut du canal baissier, que la suite logique, ce serait que nous allions en bas du canal baissier, puisque vous voyez, depuis le mois de janvier, on a tapé le haut du canal, le bas du canal, le haut du canal, le bas du canal, le haut du canal, le bas du canal, le haut du canal. Là, la suite logique, ce serait de descendre. Sauf changement de tendance. Pour l'instant, il n'y a aucun catalyseur qui nous montre qu'effectivement, nous serions dans un changement de tendance. Tant qu'on n'a pas cassé cette structure, pas de raison de croire qu'on va partir à la hausse. Pour l'instant, nous sommes plutôt baissiers. D'autant plus que si on regarde la liquidation heatmap, comme je vous le montrais hier, on a énormément de liquidités. On a laissé énormément de liquidités à prendre ici, aux alentours des 76 000 et jusqu'à 73 000 $ à peu près. Alors on en avait déjà mangé pas mal, effectivement, aux alentours du 11 mars, mais il en reste encore beaucoup. Donc ce serait peut-être une énergie nécessaire pour pouvoir effectivement remonter après bien comme il faut. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Il y a notamment le gap CME à aller chercher, les liquidités à aller prendre en dessous. La pattern du canal baissier nous ferait suivre et taper donc du coup le bas du canal. Mon sentiment, c'est qu'on se dirige beaucoup plus vers les 73 000 $ que vers les 100 000 $ pour l'instant. Après, c'est pas dit que je me trompe et je préfère me tromper. Hein, vous savez, hein, moi aussi j'ai du Bitcoin, j'ai de l'Ethereum et je préférerais que les prix explosent. En revanche, si on se fie uniquement à de l'analyse technique, là, les signes, le graphique, le price action, complètement baissier. Alors il est baissier, oui, mais ça n'empêche pas de trader. Je vous rappelle qu'en début de chaque session, on vient tracer son previous day high, son previous day low, donc qui sont des zones principales de support et de résistance. Et on constate qu'hier, puisque là on est encore en daily, qu'on est venu chercher le previous day low de la veille. On l'a pris, on est descendu, on est venu juste toucher la ligne de tendance pour repartir ensuite à la hausse. Alors quand on zoome un petit peu, en une heure par exemple, on voit tout ça un peu plus en détail. Et effectivement, on est venu chercher l'order block qui avait été créé ici aux alentours des 85 000 $ pour ensuite repartir à la hausse. Et alors vous savez, moi je suis plutôt un scalper. Et donc ce matin, juste avant de tourner la vidéo, je me réveille et qu'est-ce que je vois? Je vois que le prix était bien monté pendant la nuit et que depuis le matin, il était en train de descendre de manière organique. Moi, c'est ce que j'appelle de manière organique, c'est pas en escalier, quoi. On monte en escalier, on descend en escalier. Et quand ça fait des petits escaliers comme ça, c'est très facile de prendre un trade, puisque le prix en fait respecte les fractales de Fibonacci. Donc là, par exemple, sur cette impulsion baissière, j'ai tracé mon Fibonacci, je vais vous montrer après comment on le fait, et je suis rentré sur le Golden Ratio. Donc le Golden Ratio, c'est la 618 de Fibonacci, ce sont les 61,8%. C'est souvent sur ce niveau-là que les prix vont rebondir. Vous voyez, là, le prix avait eu cette baisse, et moi, je suis rentré pile poil sur les 87 495 $, qui fait qu'en fait, je n'ai même pas eu de drawdown. De drawdown, c'est-à-dire, je n'ai même pas eu de moment où le prix a été dans le rouge pour moi.
Alors, je n'étais pas en perte. Mon stop loss n'a pas du tout été inquiété. J'ai mis mon entrée ici, j'ai fait un pari à la baisse. J'ai mis mon stop loss au-dessus du plus haut précédent. Et j'ai mis mon TP sur la VWAP weekly. Donc, c'est la VWAP de la semaine. Et donc, vous voyez qu'en 10 bars, donc 10 fois 5 minutes, en 50 minutes, j'ai gagné mon trade. Soit 2,56 fois le montant que j'ai risqué. Comme j'ai risqué 100 $, j'ai gagné 250 $. Mais si je m'étais réveillé plus tôt, j'aurais pu également le prendre plus tôt. Puisque regardez, on va supprimer ça. Hop, on va prendre l'outil de Fibonacci. Et là, on a une première impulsion baissière. On vient se placer au top, on vient tracer jusqu'en bas. Et on voit quoi? On voit que le prix, encore une fois, est venu un petit peu au-dessus de la 618, c'est vrai. Mais comme je vous ai dit, on prend toujours un trade comme ça. On met son entrée là et on va mettre son stop loss au-dessus du plus haut précédent. Et vous voyez, on aurait pu prendre un trade comme ça. Bon, il n'aurait pas été très serré parce qu'effectivement, la 618 était quand même assez loin de la mèche précédente. C'est pas tout. On aurait pu également le prendre sur la deuxième impulsion baissière, celle-là. Donc, on aurait pu tracer de là à là. Et effectivement, vous voyez, on touche la 618 et on repart à la baisse. On l'aurait tracé comme ça. Hop. Alors, il y a plusieurs façons. Soit on peut trader agressif et effectivement, on met son stop loss ici, au-dessus de la 786. Soit on peut trader safe et on se met au-dessus de la mèche précédente. En tradant un peu agressif, vous voyez, on pouvait prendre là, alors en prenant ses profits sur la VWAP, on pouvait prendre 5,59 fois notre risque. Donc en réalité, sur cette zone-là, il y avait 3 opportunités d'entrée. Une fois ici, une fois ici, une fois là. Là où moi je suis rentré. Alors certes, c'était un peu tard, mais excusez-moi, il m'arrive aussi un peu de dormir. Et là, vous voyez, c'est vraiment du trading facile parce que pas besoin d'études de marché, d'aller chercher les zones de liquidité, les supports, les résistances, etc. On voit simplement que là, le prix était dans une tendance haussière, c'est-à-dire qu'il fait des hauts de plus en plus hauts, avec des bas de plus en plus hauts également. Et que là, d'un coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait un plus bas qui est plus bas que le bas précédent. Et ça, on appelle ça un changement de caractère, un change of character. À partir de ce moment-là, on peut supposer qu'on va partir sur une tendance baissière. Alors par sécurité, on peut effectivement attendre que le prix fasse un plus haut, plus bas que le précédent et rentrer ici. Mais si on est un petit peu agressif, on peut déjà ici considérer qu'il y a un changement de structure et donc tracer son Fibonacci dès ici, voilà, comme ça, et rentrer en short. Et comme je vous l'ai dit, même en tradant agressif et en mettant son stop loss au-dessus de la 786, eh ben on n'était pas inquiété. Ah, presque un petit peu quand même. Il n'aurait pas fallu coller à la 786 parce que là on se faisait sortir. Mais si on le mettait un petit peu au-dessus, on était safe. Et là on pouvait prendre, si on prenait un TP sur la VWAP, on prenait 4,7. Vous voyez, c'est du trading très simple. Pas besoin de tracer de lignes de tendance, de support, de résistance, de comprendre les mouvements de marché, etc. Là, c'est juste du changement de structure. Pour du scalping, c'est super efficace. Alors oui, je sais, il y a plein de traders, enfin d'influx voleurs qui disent « Ah, mais faut pas faire du contre-tendance, trend is your friend, nanana. » Moi, je pense que ce sont des gens qui savent pas trader. Je pense que ce sont des gens qui ne savent que parier à la hausse. Parce que tout le marché est en train de monter, on est en bull run, alors ils savent que appuyer sur le bouton vert. Ils ne savent pas short. Comme ils ne savent pas trader, du coup, ils préfèrent dire « Bah oui, moi je vais pas short le marché parce qu'on est en tendance haussière. » Et si on dézoome, même en daily, excusez-moi, depuis 3 mois, on est clairement en tendance baissière. Donc ne pas ouvrir un short pendant 3 mois et ne pas trader pendant 3 mois, c'est pas ce que j'appelle être trader. Des opportunités de short ou de trade tout court, il y en a tous les jours, à tous les instants. Et donc la preuve, c'est que ce matin, j'ai pris un short et que ça a marché. Et puis après, pareil, quand on dit qu'on est dans une tendance baissière, une tendance haussière, etc., ça va dépendre aussi sur quel time frame on regarde. Parce que là, depuis hier soir, donc en 5 minutes, on est plutôt haussier. Par contre, depuis ce matin, on est en train d'initier une petite tendance baissière. Comme là, de 87 300 à 86 500, on a eu une petite tendance baissière. Mais si on dézoome un petit peu, on regarde qu'en fait, c'est le retracement d'une tendance haussière. Donc en fait, tout est une question de time frame, c'est-à-dire d'échelle de temps sur laquelle on se situe pour trader. Donc les mecs qui disent qu'on est en tendance haussière et qu'il ne faut pas short, bah oui, effectivement, si on regarde même sur le mois, c'est-à-dire que chaque bougie représente un mois, oui, effectivement, on est en tendance haussière. Mais du coup, ça veut dire qu'on short jamais, quoi. On parie jamais à la baisse. Et qu'on attend que les bull run avec les news et un marché explosif à la hausse pour pouvoir prendre des positions et gagner parce que de toute façon c'est facile et que ça fait que monter. Non, si on a envie de devenir trader, il faut savoir trader quelles que soient les circonstances de marché. Et donc parier à la hausse ou parier à la baisse. Bon, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire l'Ethereum, le ratio Ethereum-Bitcoin et la Bitcoin dominance vraiment très rapidement puisqu'il n'y a pas du tout de changement. Donc vous voyez, on est toujours dans un micro mouchoir de poche, que ce soit sur l'Ethereum, sur le ratio Ethereum-Bitcoin ou dans la Bitcoin dominance. Pas grand intérêt. Du coup, c'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto.
Allez, cheers!